Le 17 septembre 2024 au Liban, les pagés vibrent simultanément à travers le pays. La sonnerie est unique et réservée à un usage spécifique, introuvable dans la sélection standard de tons. Les chefs du Hezbollah au Liban et en Syrie sortent leurs appareils. L'écran affichage à cristaux liquides affiche un message inquiétant. Vous avez reçu un message crypté. Appuyez pour le décrypter. Quelques secondes plus tard, l'opération de renseignement la plus réussie de l'ère moderne était lancée. Mais 2015, Émirats Arabes Unis. L'homme est aussi discret que possible, chauve, légèrement en surpoids, et vêtu d'un costume de style occidental. Il pourrait passer pour n'importe quel voisin ordinaire dans un foyer arabe. Une personne ordinaire, facilement oubliée. Mais les agents du Mossad qui l'observent à travers leurs jumelles ne sont pas dupes. Sa tenue et ses manières ne les trompent pas. Ils ne font pas qu'observer un homme, ils suivent une cible. Cet homme est l'un des nombreux trafiquants d'armes régulièrement utilisés par le Hezbollah pour obtenir des armes et des fournitures pour le groupe terroriste. L'affaire d'aujourd'hui est conventionnelle et légale sous n'importe quelle juridiction dans le monde, sauf pour le fait qu'il fournit un groupe terroriste reconnu mondialement. Mais l'homme qui entre dans l'entrepôt secret du Mossad sur les quais animés est seulement là pour inspecter un envoi de talkies-walkies ordinaire, ou du moins c'est ce qu'il pense. Dans l'entrepôt, l'homme salue le vendeur, un homme d'affaires est-allemand, qui vend des produits électroniques de Chine et d'Asie du Sud-Est. En apparence, c'est une transaction routinière. L'homme d'affaires revend ses marchandises pour jouer à l'étranger, et déplace aujourd'hui un lot de talkies-walkies. Mais il ignore qu'il est un pion involontaire dans une opération du Mossad préparée depuis des années. Alors que l'acheteur inspecte les appareils, chaque mot, chaque mouvement est observé en silence. Des caméras cachées installées la veille capturent tout. La vidéo haute définition montre le marchand d'armes du Hezbollah manipulant un talkie-walkie pris dans une caisse proche. Son front se plisse alors qu'il teste son poids. C'est plus lourd qu'il ne l'attendait. Le vendeur désigne l'appareil, robuste et de qualité militaire, conçu pour le terrain. Le revendeur teste le talkie-walkie. Satisfait des fonctionnalités, il le range parmi des centaines d'autres dans la caisse. Les deux hommes se serrent la main, concluant l'affaire et signent des papiers. Les talkies-walkies seront envoyés au Liban avant la fin de la semaine. Le technicien de surveillance du Mossad expire en regardant à travers les caméras à distance, la tension se relâchant un peu. Les talkies-walkies de ce lot ne sont pas aussi résistants que prévu, et leurs batteries ont une autonomie plus courte qu'annoncée. Une partie de la robustesse interne destinée à protéger les composants électroniques a dû être retirée, faisant place à quelque chose de bien plus important. Plusieurs grammes d'explosifs puissants, soigneusement dissimulés au sommet de chaque batterie. Mais l'acheteur ne semble pas le remarquer, et personne d'autre non plus, car les talkies-walkies restent utilisés par le Hezbollah pendant près de 10 ans. Plusieurs grammes d'explosifs prêts à être déclenchés par un simple signal qui mettra une décennie à arriver. Date inconnue 2022, Israël. Beaucoup au sein du Mossad, la principale agence de renseignement d'Israël, préféraient l'ancienne devise à la nouvelle. Par la tromperie, tu mèneras la guerre. Proverbe 24.6. Bien que la devise ait été mise à jour, l'agent Dix préfère toujours l'ancienne. La réunion est rapide. Compte tenu de la nature sensible de la proposition, l'agent Dix se dirige directement vers le directeur plutôt que de suivre la voie hiérarchique habituelle en informant un superviseur. La conversation est directe, et le concept est très simple pour l'agent Dix qui n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Après tout, il était là pour le complot du talkie-walkie de 2015. La vérité, c'est que l'idée flottait depuis un certain temps. Le Hezbollah avait facilement accepté les talkies-walkies piégés, démontrant l'efficacité redoutable de la méthode. L'inquiétude principale n'était pas l'exécution, mais l'exposition. Un seul appareil compromis pourrait démanteler l'opération, alertant le Hezbollah d'un second complot similaire en attente. De plus, une action immédiate était peu nécessaire. C'est finalement le sujet de la proposition de l'agent Dix. Le Hezbollah, méfiant des capacités de guerre électronique du Mossad et de ses alliés occidentaux, a continué à utiliser les téléavertisseurs au XXIe siècle. Il était difficile de leur en vouloir, les téléavertisseurs primitifs étant presque impénétrables au piratage ou au contrôle à distance. Le Hezbollah utilisait des messages codés pour communiquer des ordres à des milliers de dirigeants en même temps. Et bien que le Mossad ou toute autre agence de renseignement puisse intercepter les signaux, ils étaient impuissants à les déchiffrer ou à les perturber. L'agent Dix visait les téléavertisseurs directement, sans but d'espionnage. Ce complot serait trop vite découvert. Le plan était de les piéger, exactement de la même manière que son équipe avait imaginé les talkies-walkies piégés il y a 7 ans. Le directeur était méfiant. Les talkies-walkies étaient plus aisés à trafiquer, étant donné leur poids déjà conséquent. Ajouter suffisamment d'explosifs pour blesser ou tuer ne serait pas difficile. Mais le Hezbollah utilisait des pagés modernes, qui bien qu'obsolètes, exploitaient pleinement
la miniaturisation pour rester petit et élégant. Il serait difficile de mettre suffisamment d'explosifs dans les petits pagés, pour qu'ils soient mortels ou nuisibles. Plus difficile que de détourner une livraison de pagés pour la livraison. Le plan a du potentiel, mais il y a du scepticisme. L'agent Dix a quelques semaines et une équipe pour tester la faisabilité de son nouveau complot. Date inconnue, 2022, quelques semaines plus tard. Israël. Le complot du pagé, comme surnommé en interne, fait face à de multiples problèmes critiques à résoudre. Le premier défi est d'insérer les pagés piégés dans la chaîne d'approvisionnement du Hezbollah. Heureusement, une solution existe en exploitant un fournisseur de confiance du Hezbollah. Gold Apollo, un fabricant taïwanais sous-traitant via une entreprise bulgare, a longtemps été une source fiable. Les agents du Mossad ont infiltré le réseau de l'entreprise, dévoilant l'identité du dernier vendeur du Hezbollah. À leur satisfaction, elle avait déjà une relation établie avec l'acheteur du Hezbollah, lui ayant fourni plusieurs envois dans le passé. Elle ne savait jamais qui recevait les pagés, car le Hezbollah utilisait des sociétés écrans pour brouiller sa piste financière. Mais le Mossad peut aussi jouer à ce jeu, et le jouer beaucoup mieux. La vendeuse est contactée via une société écran du Mossad, et se voit proposer un contrat lucratif pour vendre à nouveau des pagés, au même acheteur du Hezbollah. Avec la confiance de l'acheteur, le complot du pagé est plus proche de la réalisation. Le deuxième défi reste la létalité. Le complot du pagé a un seul objectif, tuer ou mutiler l'utilisateur tout en laissant les passants indemnes. Les explosifs doivent être assez puissants pour éliminer leur cible, mais pas si forts qu'ils emportent des vies innocentes avec eux. Les épouses, enfants et passants innocents ne pouvaient pas être des dommages collatéraux. Malgré l'efficacité de l'opération, le triomphe du Mossad serait vain s'il suscitait l'indignation mondiale en raison des pertes civiles. Pendant des semaines, des experts en explosifs du Mossad ont travaillé dans le laboratoire. Le laboratoire est une chambre expérimentale souterraine où diverses compositions et quantités d'explosifs sont testées sur des mannequins. Les mannequins ont les mêmes propriétés physiques que le corps humain, et ils utilisent de la fausse chair et des os qui aident à mesurer l'effet des explosifs. Un poids de charge idéal est établi, mais un problème survient. Les pagés actuels du Hezbollah sont trop petits pour contenir discrètement des explosifs supplémentaires. Le prototype est environ 50% plus grand que le modèle standard. C'est un pari risqué. Le directeur du Mossad repousse le pagé sur son bureau avec dégoût. Le pagé saboté est si volumineux qu'il n'a aucun sens pour le Hezbollah de vouloir l'acheter et de remplacer leurs anciens pagés. L'agent Dix promeut le pagé en mettant en avant ses fonctionnalités uniques par rapport aux autres modèles sur le marché. Ils peuvent le rendre résistant à l'eau, à la saleté et robuste pour la vie militaire. Mais le directeur n'est pas convaincu. Il faudra 2 semaines pour le persuader de tester les pagés surdimensionnés. L'intrigue avance. Fin 2022, Hongrie. Dans un quartier bien aménagé au cœur de la Hongrie, un bureau discret fonctionne en tout anonymat. Loué il y a des mois par une société écran, il semble n'être qu'un autre importateur d'électronique. Mais les quelques employés à l'intérieur ne sont pas des vendeurs, ce sont des agents du Mossad. Ceci n'est qu'un des plusieurs bureaux identiques, répartis dans plusieurs pays, chacun n'étant une façade, chacun ayant une seule cible. Convaincre le Hezbollah de changer de téléavertisseur prendra du temps. Pour ce faire, le Mossad a dépensé des centaines de milliers de dollars en publicité numérique sur des sites de médias sociaux populaires, dont YouTube. Les publicités promeuvent le téléavertisseur Apollo en or de Massad. Les publicités montrent une jolie fille à l'allure occidentale qui plonge le téléavertisseur dans une tasse d'eau pour minimiser sa taille. Ensuite, elle l'enterre dans la terre et le retire pour prouver qu'il fonctionne encore. On le jette au sol pour démontrer sa robustesse. La campagne publicitaire est similaire aux autres promotions en ligne. Élégant, dynamique et astucieusement conçu pour se fondre dans la masse, un produit parmi tant d'autres. Le Mossad inonde le Liban et ses environs de publicités ciblées, saturant les écrans de la région. Le temps passe, les clics défilent, puis une morsure. En fait, ils en ont beaucoup. Les acheteurs légitimes appellent et envoient des emails aux entreprises d'importation, demandant le nouveau pagé. Le Mossad devrait citer un prix gonflé pour les dissuader sans éveiller de soupçons. Cependant, lorsque l'acheteur du Hezbollah se connecte, ils sont prêts à conclure un accord. Mais l'affaire ne doit pas être trop bonne, sinon l'acheteur pourrait se méfier. Après quelques négociations, un accord est trouvé. Le Hezbollah accepte de payer la société écran israélienne pour plus de 5000 pagés piégés. Le Mossad doit non seulement tromper le Hezbollah, mais aussi garder Gold Apollo dans l'ignorance. L'entreprise produit des pagés de grande taille, intrigués par leur design atypique. Mais les soupçons s'estompent lorsqu'on leur assure que le volume supplémentaire sert de protection supplémentaire, un rembourrage absorbant les chocs. Alors que les expéditions du Mossad transitent discrètement vers le Liban, le Hezbollah et Gold Apollo ne se doutent de rien.
Date inconnue, 2024, Israël. Comme prévu, les opérateurs du Hezbollah ont inspecté les téléavertisseurs pour détecter toute éventuelle manipulation. Cependant, la petite charge explosive se trouve en réalité à l'intérieur et fait partie de la batterie elle-même, et elle passe inaperçue. Malgré les plaintes sur leur taille imposante, les nouveaux téléavertisseurs sont acceptés par des milliers de maillons différents dans la chaîne de commandement du Hezbollah. Des chefs d'escadron aux commandants en chef et conseillers de Hassan Nasrallah, les téléavertisseurs se répandent dans les rangs du Hezbollah. Ils sont distribués un par un, s'incrustant profondément dans la chaîne de commandement du Hezbollah. D'une simple pression, Israël peut désormais briser cette chaîne instantanément. Une position tactique si précise et dévastatrice qu'elle pourrait être l'une des opérations militaires les plus stratégiques de l'histoire. C'est finalement l'objectif du complot du Pagé. Contrairement au complot du Talkie-Walkie, il ne s'agit pas seulement de semer le chaos et de faire des victimes. Il s'agissait spécifiquement de cibler la grande chaîne de commandement du Hezbollah à tous les niveaux. Le groupe terroriste gère sa propre armée, suffisamment grande pour défier l'armée officielle du Liban, qui préfère ne pas s'en mêler. Avec des milliers de roquettes et de missiles, beaucoup cachés à l'intérieur des maisons, et plus de 100 000 combattants, le Hezbollah représente la plus grande menace militaire contre Israël dans la région. Une menace de missiles est possible, mais une guerre totale est peu probable en raison d'une nation tampon. Le Hezbollah, opérant à proximité des villes israéliennes, constitue une menace critique pour Israël, pays historiquement vulnérable en raison de sa petite taille. Contrairement à d'autres nations, Israël est si étroit qu'une attaque ennemie pourrait facilement atteindre des zones civiles. On dit qu'Israël n'a jamais gagné qu'une bataille ratée loin de l'extinction. C'était certainement le cas lors de ses guerres historiques contre ses voisins, et c'est pourquoi Israël a été si agressif pour créer des tampons entre lui et d'autres nations hostiles. Le Mossad pourrait à tout moment faire exploser les pagés d'un seul signal et semer le chaos au sein du Hezbollah. Mais ce n'était jamais le but du complot du Pagé. L'objectif final était de rompre la chaîne de commandement du Hezbollah au moment où elle était cruciale, juste avant la guerre. Dans le chaos qui a suivi, les forces aériennes et terrestres d'Israël travaillant en coordination détruiraient le premier échelon des forces du Hezbollah, le long de la frontière, et l'agence ne serait pas capable de répondre. C'était un blitzkrieg informationnel. Sans guerre en vue, le complot du Pagé était une garantie. Mais tout cela était sur le point de changer. Novembre 2023, frontière Israël-Liban. Une nouvelle vague de roquettes a traversé le ciel nocturne, au-dessus des soldats mentaux de la force de défense israélienne postés à la frontière libanaise. Elle brûlait haut et vif, inoffensive pour les troupes en dessous, mais pas pour les civils dans la ville au-delà. Les attaques à la roquette du Hezbollah ont débuté peu après les frappes d'Israël sur Gaza, en réponse à l'attaque terroriste du 7 octobre. Et malgré le barrage incessant, Israël s'était retenu, résistant à l'envie de riposter. L'escalade était un risque que les forces de défense israéliennes ne pouvaient pas encore se permettre. Le Hezbollah manquait d'équipements lourds et de haute technologie, mais possédait quelque chose d'aussi dangereux. 100 000 combattants armés sont prêts à franchir la frontière. Si la guerre éclatait, les défenses d'Israël seraient mises à rude épreuve. Israël a d'abord enduré, émis des avertissements et des ultimatums. Mais face aux roquettes persistantes, sa réponse a changé. 50 forces de défense israéliennes a lancé des frappes aériennes sur les sites de lancement du Hezbollah, mais ce dernier a utilisé des boucliers humains comme contre-mesure. Alors que les frappes aériennes s'intensifiaient, le bilan involontaire augmentait également. Le nombre de morts civiles a commencé à augmenter. Les combattants du Hezbollah s'organisaient, et les sources de renseignement du Mossad au plus profond du Liban ont averti que le groupe se préparait à un combat. Cependant, une grande partie de l'instigation venait des agents d'influence iraniens, librement intégrés au sein du Hezbollah, qui opère largement sous l'influence de l'Iran. Le réseau de terroristes de la nation, connu sous le nom de Résistance, s'étendait à travers le Moyen-Orient jusqu'en Afrique, et en ce moment, il se battait pour faire de la Syrie sa propre. Ce serait une catastrophe régionale qui plongerait tout le Moyen-Orient dans une guerre qui entraînerait le reste du monde. Alors que la situation empirait à Gaza, l'Iran a poussé le Hezbollah à attaquer, en ayant besoin que cela se produise. Le Hamas était condamné, enfermé à Gaza sans issue. Un deuxième front au Liban était nécessaire pour diviser l'attention de forces de défense israéliennes et permettre au Hamas de survivre. Sans cela, le Hamas tomberait, permettant à Israël de concentrer sa force sur le Hezbollah, menaçant l'influence régionale de l'Iran. Le Hamas était plus un allié militant, et c'était l'outil de l'Iran pour maintenir Israël sous une attaque constante et enflammer le Moyen-Orient. Chaque riposte de forces de défense israélienne alimentait l'indignation et entravait les efforts de normalisation avec Israël.
Le but de l'Iran n'était rien de moins que de revenir à l'histoire avant la guerre des 6 jours, lorsque tout le Moyen-Orient était uni contre Israël. Mais dans ce nouvel ordre mondial, avec de plus en plus d'anciens ennemis normalisant les relations et construisant des partenariats économiques et industriels, l'influence de l'Iran s'affaiblissait de plus en plus. Il a donc poussé pour une attaque depuis le nord. Mais jusqu'à présent, les dirigeants du Hezbollah défiaient Téhéran. Pour le Mossad, le complot du Pagé est devenu une discussion quotidienne. Chaque matin, le directeur et ses hommes les plus haut placés étaient informés de la situation au Liban. En cas de signe de mobilisation sérieuse, ils auraient accéléré le complot du Pagé. Mais cela ne marcherait que si les forces de défense israéliennes pouvaient exploiter aussitôt la confusion par des attaques aériennes et au sol. L'initiative échouerait sans leur collaboration étroite. Et les forces de défense israéliennes n'étaient certainement pas prêtes pour une campagne à 2 volets. 17 septembre 2024, Liban. Le Mossad avait tout planifié minutieusement. La composition du beeper a été considérée pour déterminer la quantité d'explosifs en grammes à utiliser. Le dispositif devait être assez puissant pour tuer ou mutiler l'utilisateur, sans blesser gravement les personnes alentours. Le département de design avait même mené une étude sur quelle sonnerie sonnerait le plus urgent. Ils ont mené des groupes de discussion dans divers pays et testé différentes tonalités, concluant qu'un ton rapide, aigu et double bip était le plus efficace pour susciter une réaction des utilisateurs. Si un beeper explosait dans une poche, l'explosion déchirerait la chair de la victime, l'envoyant directement à l'hôpital pour une chirurgie immédiate et une longue récupération douloureuse. Souvent, mieux que de tuer, cela épuisait les ressources de l'ennemi et testait leur capacité en leur imposant des milliers de blessés à gérer. En réalité, les beepers étaient spécifiquement conçus pour handicaper, pas pour tuer. Le Mossad avait non seulement adopté un ton des plus alarmants, mais aussi mené des tests pour évaluer le temps de réponse moyen d'un utilisateur à un beeper. Des groupes de discussion et des tests sur le terrain, à l'étranger, avaient aussi été utilisés pour mener cela. Ils ont découvert qu'en moyenne, une personne mettrait 7 secondes pour répondre à son beeper, ils ont donc réglé l'explosif pour qu'il explose peu de temps après cela. Ils laissaient le moins possible au hasard. Le signal a été envoyé à 15h30. En quelques secondes, plus de 5000 beepers à travers le Liban et la Syrie ont émis un bip frénétique et inhabituel. Les utilisateurs, intrigués par l'alerte soudaine, ont instinctivement tendu la main pour attraper les objets. Le son était nouveau et inhabituel pour eux. Un message est apparu sur leurs écrans. Vous avez reçu un message crypté. Appuyez pour décrypter. L'écran affichage à cristaux liquides affichait 2 boutons à presser simultanément. Ce message n'était pas aléatoire. Ce message avait été spécifiquement choisi pour s'assurer que le plus grand nombre de personnes possible regardaient et tenaient le Pagé avant qu'il n'explose. Que l'utilisateur appuie ou non sur les boutons, le résultat ne changeait pas. Les Pajas ont explosé à l'unisson, déclenchant des milliers d'explosions de poches à travers le Liban. Beaucoup les tenaient, les yeux fixés sur l'écran. Les éruptions soudaines ont déchiré leurs doigts, envoyé des éclats d'obus tranchants dans leur visage, et transformé des pièces calmes en scènes de chaos. Les doigts et les yeux manquants seraient la blessure du jour, mais pas les seuls. Pour ceux trop occupés pour vérifier leur Pagé, l'explosion est survenue sans avertissement. Les motards ont ressenti une douleur soudaine et brûlante à la taille, alors que l'explosion déchirait la chair, déchiquetant jusqu'à l'os. Leurs motos en excès de vitesse ont dévié de façon incontrôlable, les envoyant se cracher dans la circulation, aggravant leurs blessures lors des collisions. Au Liban, les caméras de sécurité et domestiques ont capturé avec effroi, en temps réel, une rapide succession d'explosions de Pagé. Dans le bunker de commandement du Hezbollah, 2 hommes sont tombés, grièvement blessés par l'explosion. Le coupable était évident. Le Mossad avait démontré sa supériorité en renseignements sur le Hezbollah, mais avait fait bien plus. L'attaque est survenue à la suite d'une forte augmentation des attaques transfrontalières, avec des nouvelles indiquant que la pression au sein du Hezbollah montait en vue d'une attaque majeure. Au lieu de cela, les forces de défense israéliennes ont déferlé à travers la frontière, où elles avaient averti les civils de fuir des mois auparavant. Les partisans du Hezbollah ont brièvement résisté, mais avec leur réseau de commandement anéanti par les explosions de pageurs, organiser une défense était impossible. 18 septembre 2024. Suite aux attaques de Pager, les hôpitaux libanais ont été submergés de patients. Les pertes étaient hors de limitées, avec un bilan estimé à 42 morts au total. Les autorités libanaises ont déclaré 12 victimes civiles, mais l'absence d'accès des journalistes indépendants empêchait la vérification des chiffres exacts, comme à l'accoutumée. Le succès du complot de Pagé était un fait avéré. Un responsable du Hezbollah confirmerait plus tard que le groupe avait perdu 1500 combattants lors des attaques, et des milliers d'autres avaient été blessés. Cependant, le coup le plus dur est venu de la rupture effective de la chaîne de commandement.
La paralysie des dirigeants seniors a empêché les ordres d'atteindre les unités individuelles, entraînant une perte de confiance totale en l'électronique. Les ordinateurs et téléphones portables étaient strictement interdits. Le Hezbollah communiquait principalement par coursier et lignes terrestres, ralentissant considérablement leur coordination de réponse. Mais il y avait encore un autre appareil largement utilisé. Des centaines de talkies-walkies achetés il y a près d'une décennie, et qui ont servi fidèlement jusqu'à présent. Un deuxième signal a été émis au Liban à 17h heure locale. Une nouvelle vague d'explosions a ébranlé le Liban, des centaines se propageant de Beyrouth aux lignes de front sud. Comparé au Pagé, les talkies-walkies étaient bien plus dangereux. Portés à l'équipement contre la poitrine, ils étaient remplis d'explosifs bien plus importants. Leur détonation était immédiatement fatale. Le port d'un tel objet entraînait une mort immédiate. Les éclats d'obus blessaient des personnes à plusieurs mètres à la ronde. Lors d'un enterrement organisé pour 3 combattants du Hezbollah, un enfant qui est mort des attaques du pager. L'un des dignitaires portait un talkie-walkie piégé. L'explosion qui en a résulté et le chaos capturé par la caméra. Cependant, le plus grand impact n'était pas dans les victimes. La deuxième vague d'explosions a fait plus que tuer des combattants et des dirigeants du Hezbollah. Cela les a effrayés. Soudainement, aucun appareil n'était fiable. Des télécommandes télévision au climatiseur, tout est devenu suspect. Les armes sur lesquelles le Hezbollah comptait sont désormais redoutées. Et si les Israéliens avaient réussi à saboter les munitions? Ce n'était pas impossible. Les États-Unis avaient inséré des milliers de balles piégées dans la chaîne d'approvisionnement des Nord-Vietnamiens. Les cartouches sabotées exploseraient lorsqu'elles seraient tirées, ruinant le fusil et provoquant une violente explosion de shrapnel volant en arrière dans le visage du soldat. 50 forces de défense israéliennes a pleinement profité de la confusion. Incapables de coordonner leur confiance complètement ébranlée, les combattants du Hezbollah ont préféré fuir plutôt que d'affronter les attaques bien coordonnées des forces de défense israéliennes. Les raids et les frappes aériennes ont profité de la confusion pour éliminer les personnes très importantes ennemies et les caches d'armes. Quand la poussière s'est dissipée, la guerre tant redoutée entre Israël et le Hezbollah n'a jamais eu lieu. Les États-Unis avaient déployé 2 porte-avions, se préparant à une escalade qui n'a jamais eu lieu. Mais au final, ce n'était pas la puissance de feu qui a empêché la guerre, mais le renseignement. Avec une seule opération secrète, nommée Opération Grim Reaper, le Mossad avait porté un coup de poing, à 2 reprises, paralysant la capacité du Hezbollah à résister avant même que le combat ne commence. Le Hezbollah n'était pas le seul perdant. L'Iran avait subi un coup dévastateur. L'emprise de Téhéran sur la région s'est affaiblie avec la paralysie du Hamas et du Hezbollah. Les retombées ne se sont pas arrêtées là. Peu après, le régime Assad en Syrie s'est effondré, affaiblissant encore l'influence iranienne. Le scénario cauchemardesque d'une guerre régionale impliquant toutes les puissances mondiales ne s'est jamais réalisé. Ce que beaucoup craignaient comme inévitable avait été déjoué avant même de commencer. Cette opération a été l'une des plus choquantes et stratégiques de l'histoire moderne. Mais qu'en pensez-vous? L'opération Grim Reaper était-elle un coup de maître du renseignement? Ou soulève-t-elle des questions éthiques sur la guerre à l'ère numérique? Partagez votre avis dans les commentaires. Allez maintenant voir CIA versus Comité de Gozudarstvenoi Bezopasnosti, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.